Je vais peut-être juste commencer par me présenter très rapidement. Donc, je suis Anaïs Voigelis. J'ai soutenu ma thèse en janvier dernier. Elle portait sur la réindustrialisation de la France, sur les enjeux les déterminants de la réindustrialisation. Et c'est une thèse qui a été faite dans le cadre d'un contrat CIFRE dans un cabinet de conseil qui s'appelle June Partners, sur lequel où je continue à travailler tout en étant maintenant chercheuse à l'université, chercheuse associée. Peut-être déjà faire un premier point, c'est-à-dire que ma thèse, je parlais de réindustrialisation de la France et maintenant, dans le titre du document, je parle de renaissance industrielle. Donc, j'ai moi-même un peu pivoté sur le sujet. Peut-être donner un petit élément sur ça avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Pourquoi je choisis le terme renaissance? C'est parce que je me suis rendu compte que quand on parle de réindustrialisation, en tout cas, jusqu'au moment où on a eu l'impact de la crise du Covid, enfin le début de la crise du Covid, les gens imaginaient que la réindustrialisation, c'était refaire à l'identique ce qu'on avait connu en industrie, c'est-à-dire rapatrier des unités de production à l'image de ce qui a été fait dans les années 70, jusque dans les années 70. Et donc, pour beaucoup, parce qu'il y a encore dans l'inconscient collectif une image assez négative de l'industrie, relocaliser, c'est refaire venir des usines avec 10 000 salariés, etc. Et donc, le terme renaissance industrielle, et c'est le terme que j'ai choisi du titre du livre qu'on a coécrit avec Olivier Lanzi, qui est sorti récemment sur la renaissance industrielle. Ça nous semblait beaucoup plus porteur que parler de réindustrialisation. Alors, en vous écoutant, j'ai vu que les intérêts étaient… Il y avait plein de points communs qui vous intéressaient, en même temps des sujets assez divers. Donc, je ne suis pas sûre d'arriver à répondre à tout dans mon intervention. En tout cas, j'aurai plaisir à répondre aux questions, puisque je sais d'ores et déjà qu'il y a des sujets évoqués que je n'aborde pas forcément. J'ai prévu de me concentrer sur 3 points. Le premier, c'est l'importance de porter un autre regard sur la désindustrialisation. Je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça vraiment essentiel de revenir sur ce qu'a été la désindustrialisation, pourquoi on s'est désindustrialisé. Parce que tant qu'on n'aura pas écrit un peu ce récit collectif de la désindustrialisation, ça me semble difficile de réengager un renouveau industriel massif. La deuxième chose, c'est les leviers d'une potentielle renaissance industrielle. Qu'est-ce qui a changé et pourquoi on peut espérer? Enfin, la dernière chose, je parle de stratégie d'entreprise. Alors, je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail de toutes les stratégies d'entreprise. C'était plus aborder un peu le sujet de comment les PME peuvent s'internationaliser, parce que c'était quand même un peu aussi le sujet qui m'était demandé d'aborder. Donc, pourquoi porter un autre regard sur la désindustrialisation? Communément, ce qu'on entend dans le débat public, c'est que la désindustrialisation, elle est liée à des éléments macroéconomiques, comme le coût du travail, la productivité, le poids des taxes, etc. On ne peut pas dire que tous ces éléments sont faux, il y a du vrai, mais la désindustrialisation, c'est aussi un choix à un moment qu'on a fait collectivement. Je ne sais pas s'il est implicite ou explicite, je pense qu'il y a beaucoup d'implicite là-dedans, mais de nous détourner de l'industrie au profit d'une société post-industrielle. Alors, on ne l'a pas fait avec la même intensité que le Royaume-Uni, qui, sous l'ère de Margaret Thatcher, a clairement décidé de devenir un pays de services et s'est désintéressé de son industrie. Mais on n'a pas non plus fait le choix qu'a fait l'Allemagne de devenir un pays site de production et donc de miser fortement sur son industrie, comme elle l'a fait à partir des années 90. Donc, pour revenir sur ce choix, c'est intéressant de revenir à la fois sur le rôle des acteurs, c'est-à-dire on parle souvent du rôle des pouvoirs publics, mais il y a aussi des choix d'entreprise et un rôle des syndicats et des consommateurs. Revenir sur le récit, c'est aussi prendre conscience de l'impact très puissant de cette désindustrialisation, à la fois sur la déstructuration des territoires. Il y a des territoires qui ont été profondément affectés par cette crise et qui continuent à souffrir de cette désindustrialisation. C'est une situation de dépendance productive et technologique que l'on a vraiment découvert. Je ne sais pas si on l'a découvert ou si on a eu l'honnêteté de l'expliquer très clairement, mais qu'on était dans cette situation de dépendance que le Covid nous a bien montré. Et j'aime bien parler aussi de dépendance technologique, parce que
aussi paradoxal que cela puisse paraître, on a plus ou moins un moment peut-être dit on va se tourner vers les services. Quand on regarde les grandes entreprises du service en France, dans le monde, il y en a très peu de françaises. Par exemple, aujourd'hui, on est en train d'utiliser un logiciel pour échanger qui est Zoom, qui est un logiciel américain. Nous n'avons pas d'équivalent français. Donc, nous n'avons même pas été capables, sur un certain nombre de sujets de services, de se positionner. Et une autre conséquence qui est liée à la désindustrialisation, c'est aussi cet éclatement de chaîne de valeur. Donc, revenir sur la responsabilité des acteurs, c'est se poser la question de quel a été le rôle de l'État français, mais également de l'Union européenne dans cette désindustrialisation. L'État français, à partir des milieu des années 70, se détourne de l'industrie, mais maintient des politiques industrielles essentiellement de sauvetage. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de politique en faveur de l'industrie ces 30 ou 40 dernières années. Il y en a eu plein, mais le problème, c'est qu'elles étaient déjà en général assez éclatées entre différents sujets et qu'elles n'étaient pas au service d'une stratégie ambitieuse. Nous n'avons aujourd'hui plus de stratégie industrielle en France. Nous avons des politiques, mais nous ne savons pas vraiment au service de quoi, quelle industrie on veut, au service de quel projet de société. C'est une question qu'on doit se reposer si on souhaite réindustrialiser. Le contexte européen n'a pas forcément aidé non plus les industries, en tout cas l'industrie française, à se développer. Parce que vous avez une rivalité entre les États membres, puisqu'un système de coopération avec des systèmes de dumping, on pense à un dumping fiscal, on est quand même sur un système aujourd'hui, alors c'est peut-être un peu caricatural, mais de qui exportera le mieux son chômage, puisque tous les États se mènent une lutte sur la fiscalité, baisser très fortement l'impôt sur les sociétés, avec aussi des pressions sur les aspects sociaux qu'on ne peut pas, en tout cas, ne pas prendre en compte si on veut dresser un portrait honnête de la délocalisation. Et puis, on a, comme je disais aussi, des aides qui existent en France, mais qui sont pléthoriques, illisibles et finalement qui ne servent pas les entreprises qui en ont besoin, mais qui profitent plutôt aux chasseurs de primes parce que beaucoup d'entreprises, et notamment les PME, n'ont pas les moyens d'aller chercher les aides parce que ce sont souvent des dossiers complexes, peu lisibles et avec beaucoup de temps dépensé pour finalement peu de résultats au final. Il y a aussi une responsabilité des entreprises, c'est que, alors, sûrement moins des PME et des ETI qui sont ancrés dans le territoire, mais beaucoup plus des grands groupes. Mais en tout cas, il y a eu un sous-investissement chronique dans l'outil productif, dans l'innovation et aussi dans la formation des salariés. Donc, à partir du moment où vous êtes dans une stratégie finalement de stagnation, votre outil n'est plus forcément en mesure de répondre aux évolutions du marché et aux demandes de vos clients. Je peux donner un exemple. J'avais un client, une PME qui produisait du câble à destination des rotors d'éoliennes, des moteurs de locomotives de TGV, etc. C'est une entreprise qui a très très peu investi pendant une quinzaine d'années. Et pourtant, ses clients lui envoyaient des signaux faibles en disant « Attention, les machines commencent à ne plus être en mesure de répondre à nos exigences techniques ». Ça a abouti finalement à un rapport très négatif d'un de ses clients qui était Siemens, qu'il a perdu. Il a perdu avec ce client 12% de son chiffre d'affaires et il n'était plus en mesure d'investir. Et donc là, on arrive dans des cercles qui ne sont plus des cercles vertueux. C'est un sujet qui a été très abordé. Il y a aussi eu des erreurs stratégiques, des choix malheureux des entreprises. Un comportement des grands groupes français qui, à la différence des grands groupes allemands, sont plutôt pendant très longtemps, et le reste certainement encore dans certains cas, dans un système de prédation de leur écosystème plutôt que de coopération. On peut donner un exemple très simple. Quand certains grands groupes payent leurs fournisseurs à 90 jours malgré la loi LME, considérant que leur sujet de trésorerie à eux est plus important finalement que d'assurer la survie de tout un écosystème. Et puis, on a une déconnexion croissante parce qu'on est dans une dynamique… alors, la crise, je pense, de 2008-2009 a certainement fait bouger des choses, mais des offres qui ne répondent plus toujours aux attentes du marché. Il y a aussi une responsabilité des acteurs bancaires et qu'on va très certainement voir quand on va voir leur capacité à évoluer et à soutenir les entreprises dans cette crise. Beaucoup d'acteurs bancaires connaissent assez faiblement les entreprises et les territoires. Ils sont pris dans un système de réglementation les obligeant à avoir un ratio de fonds propres endettement qui fait
qu'ils peuvent être beaucoup plus réticents à soutenir des entreprises, notamment quand elles sont dans des situations un peu compliquées, que la rentabilité n'est pas forcément encore suffisante. Et donc, beaucoup de PME, de TI ont du mal à trouver un soutien au financement dont elles ont besoin. Enfin, il y a une responsabilité des consommateurs et ça, c'est un véritable sujet. Alors, peut-être que certains considéreront plus en B2C, mais à mon avis, il est aussi en B2B. Le consommateur français s'est désintéressé du produit français en préférant d'autres produits pour des questions souvent de pouvoir d'achat, en intégrant pas forcément d'autres réflexions que la question du coût. Mais aujourd'hui, si on veut espérer une renaissance industrielle en France, il va falloir se poser très fortement cette question de la demande pour le produit Made in France. Avant de parler d'exporter, un des premiers leviers pour soutenir le développement des entreprises françaises, c'est qu'il y ait une demande sur le territoire pour ces produits. Et l'exemple du masque, dont tout le monde qui a fait couler beaucoup d'encre, est un très bon exemple. On a arrêté la production de masques en France parce qu'il n'y avait plus assez de demande. Il y a des questions de coût qui entrent en jeu, je veux bien l'entendre, mais il y a un moment, il va y avoir des arbitrages à faire, que ce soit les acheteurs des entreprises qui vont décider d'intégrer d'autres facteurs. Ça peut être le facteur environnemental, ça peut être le facteur de rapidité dans la livraison, des questions de qualité, etc. Mais on va devoir collectivement se questionner sur les choix et les sacrifices qu'on est prêt à faire pour soutenir notre industrie nationale. Une fois que j'ai dressé ce constat, il y a une dernière chose à dire, c'est que l'industrie en France, elle souffre encore de nombreuses représentations très négatives. On voit encore que c'est quelque chose comme sale, has-been. Il y a des événements comme l'usine extraordinaire qui ont contribué à faire évoluer l'image de l'industrie en France, mais ça reste quand même quelque chose avec des représentations très négatives auprès de l'opinion publique. Et pourtant, c'est bien un sujet auquel il va également falloir apporter des réponses, parce que qui dit reproduire en France dit aussi des questions d'acceptabilité du risque industriel. Sauf qu'avec le principe de précaution, on est dans des systèmes où finalement tout le monde veut du produit français, mais personne ne veut d'usine à côté de chez lui. Quand on va vouloir venir sur des questions de produire des produits chimiques pour le domaine de la santé, on va forcément avoir un risque associé à l'implantation de ces nouvelles usines. Risque qui sera toujours mieux maîtrisé qu'en Chine parce qu'on a des réglementations beaucoup plus fortes pour la planète, en disant ça de manière un peu grand mot, mais il est bien entendu préférable qu'on produise en Europe parce que nos procédés sont plus vertueux environnementalement et qu'on a moins de flux logistiques. Mais on va se heurter à une question de qui est prêt à accepter, au-delà du pouvoir d'achat, qui va être prêt à accepter une usine près de chez lui. Ça, c'est des vrais débats. Au-delà des débats du débat du coût, c'est des débats qu'on ne met pas du tout en avant aujourd'hui et pourtant qui vont devenir centraux, comme le sujet des compétences. Alors, au-delà de la crise du Covid, qui nous ramène tous à venir parler d'industrie, il y a d'autres événements qui ont créé des tendances de fond où on voyait qu'il y avait quand même des questions que plusieurs industriels commençaient à se poser sur la pertinence de produire aussi loin de leur marché. Je pense que la crise du Covid va être plutôt un accélérateur de ces tendances que forcément un élément déclencheur, mais dans des réflexions qui sont plus longues. Depuis 2008, on voit qu'il y a une évolution du cadre qui est assez forte. On a de plus en plus de progrès technologiques avec des nouvelles technologies qui émergent. On a une intensification de la concurrence avec une guerre commerciale Chine-États-Unis qui crée de l'instabilité et qui appelait déjà à repenser soit une relocalisation, soit une régionalisation de la production. Et on a aussi des États qui mettent des stratégies offensives pour gagner des marchés. Alors, on pense intuitivement à la Chine, qui est sûrement l'un des pays les plus agressifs en la matière, mais donc qui appelle aussi à repenser les stratégies des entreprises et aussi les stratégies des États en matière industrielle. Tout ça pour dire qu'on est finalement à un nouvel ère de la création de la valeur industrielle et qu'il va falloir apporter des réponses. La crise actuelle, donc vous l'avez tous très certainement vu, amène à parler de relocalisation. À titre individuel, je ne suis pas forcément la personne qui croit le plus aux relocalisations en masse et j'expliquerai pourquoi. Enfin,
même si j'ai déjà évoqué des éléments. Mais s'il y a des relocalisations, pour moi, elles se feront suivant différentes logiques. Il y a une première logique qui va être une question de souveraineté. Le besoin d'assurer la souveraineté de la nation sur un certain nombre de biens qu'on va juger stratégiques. Et ça, ce sera plutôt des relocalisations qui vont être impulsées par les pouvoirs publics. La pharmacie est un des exemples qui vient le plus naturellement en tête. D'ailleurs, tous les grands groupes français commencent à se positionner sur le sujet pour envisager cette relocalisation. La deuxième chose, la relocalisation, elle va pouvoir être pensée pour une question d'empreinte industrielle. C'est-à-dire que certains groupes vont certainement penser à une réorganisation de leur production à l'échelle mondiale qui pourrait profiter dans certains cas au territoire français. Ça pourrait être le cas, par exemple, dans l'automobile où on pourrait décider. Alors, est-ce que ce sera des constructions de sites ou plutôt du rapatriement d'activités et donc de l'extension de sites pour absorber le volume? C'est une question. Mais il faut être quand même vigilant sur la question de l'empreinte industrielle parce que la structure de l'actionnariat des entreprises françaises, contrairement à d'autres entreprises, notamment allemandes, c'est plutôt des fonds étrangers ou des entreprises étrangères qui vont donc pas forcément privilégier le territoire français quand il va s'agir de repenser son organisation de production. Autre sujet, il y a un sujet de sécurité économique. Donc, ça va être rechercher de la qualité dans les produits ou sécuriser les approvisionnements pour être sûr de ne plus avoir de rupture dans le cas de nouveaux chocs qui pourraient se produire, que ce soit un choc sanitaire, un choc environnemental, etc. Il y a déjà des entreprises qui ont pensé à ça et d'ailleurs qui font émerger de nouveaux modèles puisqu'elles pensent, c'est également le cas de deux PME en Alsace. Les personnes qui sont d'Alsace ici connaissent sûrement mieux le sujet que moi et pourront peut-être en parler beaucoup mieux, mais qui se sont entendus pour créer un site dans le sujet des composants électroniques pour pouvoir mieux servir leurs clients et être sur des petites séries plutôt personnalisées. Autre cas qui peut permettre d'envisager ces relocalisations, ce sont des questions d'image, notamment pour des produits à forte valeur ajoutée, où le fait de produire en France peut être un élément de valeur supplémentaire. C'est par exemple les industriels du luxe. Enfin, le dernier sujet, c'est l'innovation qui peut permettre de changer l'équation économique. Et alors là, est-ce qu'on est vraiment sur un sujet de relocalisation ou plutôt de différenciation? C'est un vrai débat. En tout cas, on voit par exemple le cas de Technip et de Carbios, une PME de Rhône-Alpes, qui se sont associés. Carbios a développé une technologie qui permet de recycler à l'infini le PET et donc qui permet de limiter drastiquement les consommations de matières premières, de réduire les flux logistiques et donc qui représente un avantage compétitif pour les entreprises qui pourront se doter de ces services et technologies. Mais on se centre sur les relocalisations. Pour moi, le vrai débat, c'est comment est-ce qu'on arrive à préserver et renforcer la base productive nationale. On a des entreprises en France, des PME et des ETI qui existent, qui vont être très fortement fragilisées par la crise, parce qu'elles vont, même s'il y a un rattrapage de la demande et de la consommation, quand vous êtes en B2B ou en B2C, vous allez quand même avoir perdu 20 à 40% de leur chiffre d'affaires. J'ai des clients qui savent déjà qu'ils auront perdu 40% de leur chiffre d'affaires. Donc, il y a un grand risque de fragilité. Le temps de crise a quand même mangé une partie de leur trésorerie. Il y a des sujets à un moment de risque de rupture d'approvisionnement parce que toutes les chaînes d'approvisionnement se sont un petit peu déstructurées et il y a un risque. Donc, on doit, avant de penser relocalisation, préserver notre base et s'assurer qu'elle est capable de rebondir. La deuxième chose, c'est d'identifier les industries qui seront clés pour l'indépendance de demain. Je crois qu'il est illusoire de vouloir faire revenir certaines productions, notamment parce que, on disait, la crise affaiblit les entreprises, donc ça questionne sur les capacités d'investissement. Par contre, on a des technologies qui vont être les technologies d'avenir et qu'on doit préserver. Préserver à la fois d'OPA hostile, comme pourrait être tenté de le faire certaines entreprises et certains pays, mais aussi les préserver de la tentation de re-rentrer dans ce cycle infernal des délocalisations pour abaisser les coûts de production. Après, il y a l'aspect environnemental, ça, avec je prie de m'excuser pour le faute d'orthographe, qui est à prendre en compte. Et la dernière chose, c'est le fait d'avoir une approche systémique. Et ça, je crois qu'on n'en parle pas assez.
Qu'est-ce que j'entends par approche systémique? Par exemple, on a vu beaucoup de gens dire « produisons des voitures électriques en France, convertissons Renault aux voitures électriques ». Très bien. On ne va pas devenir des unités d'assemblage. Donc, on a besoin aussi de produire les composants en France, c'est-à-dire les batteries électriques. Donc, on voit qu'il y a un projet qui a émergé l'année dernière avec l'Airbus des batteries, qui va mettre du temps à émerger, mais qui va mettre du temps à aboutir à une capacité de production suffisante. Mais sous-jacent à la question des batteries électriques, il y a la question des terres rares. Aujourd'hui, en France et même en Europe, nous n'avons pas de stratégie de contrôle de ces approvisionnements. Donc, nous sommes en situation de dépendance et de danger, d'une certaine manière, sur l'approvisionnement dans certains de ces matériaux qui vont s'avérer critiques. Par ailleurs, on veut développer des voitures électriques. Avons-nous développé toutes les infrastructures nécessaires pour que le consommateur se dise finalement, mais j'achète une voiture électrique, je suis sûre de pouvoir faire un Paris-Marseille sans problème, j'aurai de quoi me recharger ma voiture, mon véhicule s'il le faut, donc c'est un petit peu caricatural, mais c'est encore des questions qui sont très présentes chez les consommateurs. Et enfin, cette question, elle doit nous permettre de répondre à un grand enjeu de société qui est la préservation de l'environnement, atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en termes de neutralité carbone, etc. Et nous n'avons pas cette approche systémique. La Chine, là. La Chine, quand elle a misé sur les voitures électriques, elle entendait répondre à son problème de pollution. Elle a entendu développer des infrastructures et surtout, elle s'est donné les moyens d'une indépendance totale sur la chaîne de valeur en contrôlant l'aspect terres rares. Et donc, le vrai sujet de l'indépendance, ce n'est pas d'être capable de reproduire. Et le sujet, je prends la voiture électrique, mais je peux aussi le prendre dans la production du médicament où certains principes actifs ne sont plus produits en France et certains composants nécessaires, nous n'avons pas de capacité à nous approvisionner aujourd'hui. Ce sera très compliqué. C'est-à-dire que si on veut penser une résilience de notre tissu productif et si on veut développer de nouvelles activités, on doit s'assurer de connaître la chaîne de valeur de bout en bout et d'être capable de la maîtriser de bout en bout ou en tout cas d'être capable de sécuriser les approvisionnements critiques. Ce que la crise du Covid nous a enseigné aussi, c'est qu'un boulon pouvait devenir stratégique pour sortir un produit d'une usine. Si vous n'avez pas le boulon, aussi bien ça met en vrac toute votre production. Donc, il y a une vraie connaissance aujourd'hui à avoir de ces chaînes d'approvisionnement. Très souvent, les industriels, comme moi je le vois chez mes clients, ont une très bonne connaissance de leurs sous-traitants de rang 1 parce que c'est ceux avec lesquels ils échangent, ils négocient toute l'année, avec lesquels ils font éventuellement du co-développement. Par contre, dès qu'on rentre en sous-traitant de rang 2 ou rang 3, ils ont repoussé cette responsabilité à leurs sous-traitants de rang 1, ils ne les connaissent pas et donc s'exposent parce que finalement, ils ne savent pas toujours de là où viennent certains de leurs composants et la situation peut être critique. Une fois que j'ai dressé ce tableau, dans les espoirs, il y a des évolutions récentes, des évolutions dans l'attente des consommateurs ou clients qui peuvent créer des opportunités. Alors, ils sont certes plus avertis, mais ils recherchent de la personnalisation, ils recherchent des services associés. La personnalisation, on le voit certainement plus facilement en B2C. Je pense à Adidas avec sa Speed Factory qui est en Allemagne, qui a été fermée pour être délocalisée en Chine. Ce n'est plus forcément un bon exemple. On a le groupe Salomon qui réfléchit à développer des petites unités pour produire des chaussures de sport directement dans les magasins afin d'avoir des produits très personnalisés et qui répondent aux spécifications du client. On a aussi L'Oréal avec des unités pour produire des crèmes correspondant parfaitement aux peaux du client directement dans les magasins. Et on a aussi la question du service associé. C'est comment est-ce que de mon produit, je crée une valeur supplémentaire en ajoutant une couche servicielle. Et là, vous avez des industriels comme Michelin ou Safran qui sont très connus pour avoir développé ces exemples. Enfin, il y a une nouvelle recherche de rapidité et de qualité qui peut amener à devoir repenser les chaînes de production et donc à revenir produire au plus près des marchés. Quand je dis rapidité, je pense au standard des GAFAM, c'est plus standard d'Amazon, c'est la capacité, vous commandez, vous avez votre produit dans les 24 heures et les gens ont quand même cette attente et parfois la rapidité peut être un élément plus important dans l'acte d'achat
que la qualité. Et là, c'est un sujet sur lequel je reviendrai plus tard, sur la connaissance du client. Il y a des évolutions technologiques, à la fois dans le traitement de la donnée qui permettent de mieux connaître le client et ses attentes, mais aussi de mieux maîtriser son processus de production. Il y a aussi de nouvelles briques technologiques, donc je pense les briques technologiques de l'industrie du futur. Donc, vous avez les robots, l'Internet des objets, le big data, le cloud, le machine learning, etc., qui peuvent être des leviers de productivité. Mais encore faut-il les penser comme répondant à un besoin et pas comme une fin en soi. Aujourd'hui, on a trop de gens qui pensent cela comme une fin, mais qui permettent aussi d'offrir la meilleure connaissance client et donc d'envisager de nouveaux modèles économiques, comme je le disais. Donc, dans les stratégies des entreprises, il y a un premier sujet, à mon avis, qui peut être intéressant, c'est comment est-ce qu'un industriel peut travailler pour se différencier par l'offre. C'est-à-dire, on est sur des éléments de compétitivité hors coût. On sait qu'en France, ce sera difficile de mener la bataille des coûts parce qu'on ne va pas commencer à baisser, il n'est pas socialement acceptable de baisser les salaires. Donc, il faut trouver d'autres leviers de différenciation. Donc, avoir une offre robuste. Dans la différenciation, on peut avoir des sujets d'innovation. Alors, on imagine souvent l'innovation comme quelque chose produit et technologique. Ça peut être de l'innovation de process. Ça peut être aussi l'innovation non technologique. Comment est-ce que je peux repenser certains canaux de distribution, de choses comme ça pour ressatisfaire le client. Je disais les technologies. Il y a un autre sujet, c'est celui de la formation des salariés, parce qu'il y a un triple sujet dans l'industrie. Avant la crise du Covid, on s'est rendu compte que les industriels peinaient à recruter, à la fois sur les métiers classiques, à la fois sur les métiers, nouveaux métiers qui sont liés à la modernisation des sites. Et en dernier point, la difficulté à recruter venait aussi du déficit d'attractivité du secteur, mais qui se trouve aussi dans des territoires souvent qui souffrent d'un déficit d'attractivité. En général, l'exemple des médecins, peut-être dans des territoires où peiner à trouver des médecins, et ben on est dans des territoires où on peine à trouver de la compétence pour les industries. Et par ailleurs, quand on dit modernisation des sites pour être plus productif, pour répondre à de nouveaux enjeux, on est souvent sur de l'automatisation assez forte, avec de l'algorithmie assez forte, mais donc du coup des salariés qui n'ont pas été formés à ces métiers. Je pense aux opérateurs sur les lignes, sur les caristes bord de ligne. Et donc, il y a tous des sujets de comment est-ce qu'on peut accompagner ces personnes pour évoluer dans l'entreprise vers d'autres postes, qui peuvent être des postes de maintenance. Par exemple, c'est le cas de ST Microelectronics, qui est dans son usine de Grenoble est extrêmement automatisée, mais qui a fait évoluer certaines personnes sur d'autres postes, alors que certains paraillaient que c'était impossible. Et enfin, il y a un autre sujet qui est le sujet du partenariat. Je crois qu'on pense assez rarement à, et c'est un des grands enseignements de cette crise aussi, c'est que les entreprises, elles se sont tournées beaucoup vers leurs pairs, pas forcément vers des entreprises de conseil pour aborder cette crise. Et on va sûrement voir naître de nouveaux partenariats, à la fois des partenariats classiques qu'on évoque très souvent sur se rapprocher des universités pour innover, etc. Mais aussi sûrement de nouveaux modes d'entreprise, des entreprises qui vont vouloir sécuriser leurs approvisionnements ou se remettre à produire et qui vont peut-être se rapprocher de leurs concurrents ou de personnes qui sont plus en amont ou en aval de la chaîne de valeur pour essayer de co-construire des usines ensemble pour répondre à leurs clients. Donc j'ai bon espoir qu'on va émerger de nouveaux modèles, notamment pour produire. Alors, j'en viens au sujet qui est peut-être le sujet que plusieurs personnes ont évoqué, c'est la question de l'internationalisation des PME. Moi, je vais parler à travers l'exemple des clients que je connais, parce que le sujet de l'internationalisation n'était pas forcément mon sujet premier de recherche. Mais j'ai beaucoup de clients qui ont voulu, à un moment dans leur stratégie, se tourner vers l'exportation. Ils ont vu l'exportation comme un nouveau levier de croissance et beaucoup en sont revenus et ont échoué dans cette opération.
et l'une des causes majeures que j'ai identifiées et que j'identifie dans des échecs d'entreprise, c'est la connaissance du client. On a encore trop d'industriels qui sont dans une logique de le client achètera bien ce que j'ai envie de lui vendre. Ça, aujourd'hui, c'est un modèle qui marche de moins en moins. C'est une culture d'entreprise qui est assez délétère pour le client parce que finalement, on n'influe pas en général la culture de client dans tous les processus. C'est-à-dire que de l'opérateur au PDG, en passant par toutes les fonctions support, il faut qu'il y ait un sens donné au produit et qu'il y ait un sens, en tout cas une culture client, qu'on se dise, voilà le destin final du produit. Je sais que la connaissance du client, pour certains, elle va sembler comme un sujet vu et revu, hein, mais c'est la question, quand on veut s'internationaliser, c'est quelle offre on propose, comment on intègre des pratiques et des cultures différentes. On a tendance à penser, et je pense que les pouvoirs publics dans les politiques qui ont pu être mis en place pour encourager les exportations considèrent qu'exporter, c'est facile. Alors qu'en fait, je crois que le vrai sujet, avant de pouvoir avoir exporté, d'ailleurs les chiffres le montrent, hein, on a 125 000 entreprises exportatrices en France, il doit y en avoir moins de 30 000 qui exportent de manière régulière. Donc ça montre que ce n'est pas si facile et qu'il y a vraiment un sujet de connaissance du client. Qu'est-ce qu'il attend? Est-ce que je couvre bien la largeur de ses besoins? Est-ce que le produit qui se vend en France va bien se vendre aux États-Unis? Quelle adaptation je dois apporter pour répondre à des spécificités culturelles? La deuxième chose qui me semble importante, c'est de se connaître. Beaucoup trop d'entreprises ne connaissent pas assez leurs forces et leurs faiblesses. Après, il y a toujours un sujet de choisir la manière dont on exporte. Est-ce qu'on utilise un intermédiaire avec des agents? Est-ce qu'on passe sur une exportation par licence? Est-ce qu'on fait des investissements directs via une filiale? Quatrième point qui me semble important, c'est la capacité des équipes à gérer une stratégie d'internationalisation. Toutes les entreprises n'ont pas les compétences en interne pour être capables demain de s'internationaliser. Donc, je crois qu'il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur des structures ou discuter avec ses pairs, je pense sur lesquels je reviendrai après, pour être capable d'exporter. Ce qui me mène à un sujet de travailler en commun avec les entreprises. Et on en revient souvent là. J'ai travaillé il n'y a pas si longtemps que ça pour un industriel du bois qui était dans une petite ville. Il y avait 3-4 autres industriels. Cet industriel discutait beaucoup dans le cadre de sa fédération avec les autres industriels du bois, mais il ne discutait pas ou peu avec les industriels de son écosystème. Ils étaient à moins de 5 km d'écart et ils échangeaient peut-être une fois tous les 2 ans ensemble. Alors qu'il y avait des thématiques communes, en l'occurrence pas sur des sujets d'internationalisation, mais sur des sujets sûrement de bassin d'emploi, de disponibilité des compétences. Mais il n'y a pas de lieu de rencontre. Il y a encore une trop forte timidité dans l'échange avec l'autre, dans la mutualisation de ce qu'on peut offrir, dans la mutualisation des offres. Et ce qui m'amène, avant de revenir sur les sujets géopolitiques, à aborder l'exemple italien. J'ai choisi l'exemple de l'Italie, pas l'exemple allemand, parce que l'Italie, en termes de structure d'entreprise, c'est-à-dire PME, ETI, grands groupes, est plus proche de la France que nous ne sommes proches des Allemands. Les Allemands, vous avez beaucoup d'ETI. Et donc, à ce titre, l'exemple italien me semble intéressant et j'ai pas mal étudié les districts industriels dans le cadre de mes recherches. Je suis allée en Italie. Alors, quand je parle d'Italie exportatrice, je pense plutôt au nord de l'Italie, qui est le moteur économique du pays. Mais il y a 2 leçons qu'on peut retenir, enfin 3 leçons qu'on peut retenir de l'Italie. La première, c'est un cadre juridique qui a été adapté sûrement pour les exportations. Mais les 2 autres leçons qu'on peut retenir, c'est une capacité à innover, comme j'expliquais avant, mais une capacité à innover pas tant sur le produit que sur les procédés. L'Italie est un pays qui est beaucoup plus robotisé que l'Allemagne, par exemple, et donc qui peut combler des pertes on va dire, de productivité main-d'œuvre par une meilleure automatisation et donc regagner de la productivité via l'automatisation. Et la deuxième chose, force de l'Italie, c'est que c'est un pays qui est très fortement orienté vers ses clients, comme vous disiez, connaître ses clients, qui se positionne sur des marchés de niche, un pays leader dans plusieurs secteurs. Alors, on pense souvent à l'ameublement, mais c'est aussi un pays qui est très fort dans la machine-outil et qui a une connaissance, à mon avis, très fine de ses clients. En tout cas, quand on discute avec les industriels italiens, c'est quelque chose qui ressort assez fortement. Enfin, le dernier sujet qui est plus que jamais d'actualité, à mon sens, c'est la connaissance des enjeux géopolitiques
qui est peut-être très souvent minoré, et c'est aussi tout l'intérêt de bien s'entourer, parce qu'il y a une faible connaissance des enjeux géopolitiques et surtout de leur connaissance. C'est-à-dire que quand on veut s'implanter ailleurs, il y a la situation géopolitique actuelle, mais il y a aussi être capable d'intégrer le risque géopolitique et être capable de l'anticiper. Parce que quand on voit, par exemple, les États-Unis qui développent des barrières tarifaires sur certains produits, ça peut remettre en cause toute une stratégie d'internationalisation. Et plus vous allez être dépendant des exportations, plus le sujet de la connaissance géopolitique et du risque géopolitique va être important. Et cette étude aujourd'hui, alors il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, mais reste encore assez faible dans beaucoup d'entreprises parce que, encore une fois, plus vous êtes petit, plus vous avez des équipes restreintes et moins vous allez investir dans ces sujets pour vous reconcentrer sur les sujets cœur de métier. Et pourtant, cette connaissance peut être un levier de différenciation, ou en tout cas d'anticipation du risque et de protection de l'entreprise et de ses intérêts. Voilà, je fais un tour, je crois, assez complet. Je n'ai pas abordé tous les sujets qui intéressaient tout le monde, mais je suppose que ça va venir avec les questions. Et en plus, je crois que j'ai tenu le timing, mais j'ai Ouais, parlé génial. beaucoup Non, trop vite. merci beaucoup, Anaïs. C'était très bien. On est très content que vous ayez aussi. Comme ça, justement, on va pouvoir poser des questions.